Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de cette journée, de cette émission. Et on accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. On accueille également Jade. Bonjour, ça va? Ça va super. Nickel. Et Morgane. Salut Morgane. Bonjour à tous. Voilà, donc on est dans le prolongement, du premier live de ce matin, donc dans la continuité de cette journée spéciale conçue autour de la thématique de l'IST, de la contraception et de la santé sexuelle. Et donc, Stéphanie, tu es sexothérapeute. Alors, première question déjà. Présente-toi comme tu le souhaites. Écoutez, déjà bonjour à tous, je l'ai déjà dit. Donc moi je suis Stéphanie et je suis effectivement sexothérapeute. Ma mission entre guillemets elle est double. J'accompagne les couples, les hommes, les femmes, les adolescents dans leur sexualité. Dans leurs problématiques, que ce soit par rapport au corps, par rapport à leur sexualité, tout simplement, par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres dans la vie courante. Et après, effectivement, je fais de la prévention, de l'information et de la sensibilisation auprès de jeunes, âgés de 16 à 25 ans, entre autres. Voilà. Ok, super. Et donc, tu as fait des études peut-être Oui, alors au début, ma formation n'était pas du tout celle-ci, puisque à la base, moi je suis conseiller financier dans un établissement bancaire. D'accord. Je suis coach sportif également, donc dans de la gymnastique artistique. D'accord. Voilà. Et en fait, mon métier et mes enfants m'ont amené effectivement à ce questionnement et au fait de me tourner sur de la psychologie déjà des personnes. Et le souhait d'apporter, entre guillemets, un accompagnement, un bien-être des personnes qui sont autour de moi. Okay. Et avec ma profession, les divorces, les problématiques relationnelles, que ce soit des adultes, des jeunes, effectivement, m'a pas mal sensibilisée et je me suis formée. Donc, il y a 4 ans maintenant, j'ai fait 2-3 ans de formation en psychologie. Donc, j'ai fait la psychologie adulte et la psychologie adolescente. Et après, je me suis formée sur de la sexothérapie pour pouvoir aider les couples, les jeunes, pour parler de la sexualité. Parce qu'effectivement, à aujourd'hui, on a beaucoup d'informations par Internet, par la publicité, sur le sexe. Qui ne sont pas forcément vraies. Alors, qui ne sont pas forcément vrais, il y a du vrai, mais c'est souvent peut-être un petit peu soit exagéré, soit détourné. Et par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas du tout de communication. Donc l'idée, c'était de créer un espace de communication, désacraliser le sujet, et le rendre plus simple, plus souple, plus facile, et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul face à ça, et que le fait d'échanger entre nous, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà, ça crée du lien, parce qu'entre les générations, c'est pas évident. Les injonctions sociétales, culturelles, sociales, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir et voilà, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir échanger sur tout ça. Et, bien sûr. Voilà, entre générations en plus. Bien sûr. Et tu as parlé un petit peu de désacraliser le sujet. À ce propos, j'ai préparé un petit truc quand même, parce que je travaille un petit peu. Donc j'ai fait quelques recherches. Et donc en 2020, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, 374 millions de personnes ont contracté l'une des 4 IST suivantes, donc la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase. La trichomonase. Trichomonase, voilà. Et donc, ces 4 maladies sont soignables, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a un énorme nombre de personnes qui contractent des maladies sexuellement transmissibles. Mais pourtant, il y a toujours un tabou sur ce sujet. Autrement dit, les IST et plus généralement la sexualité, c'est un sujet tabou et qui est même plus ou moins mis de côté dans des familles, dans des écoles, lycées. Or, tout le monde est sujet à la sexualité. Tout le monde ici présent, et même pour vous et pour celles et ceux qui regardent, vous êtes présents ou vous êtes confrontés à la sexualité. Confronté, c'est peut-être pas un bon mot, mais faire face au bout d'un moment dans sa vie à la sexualité. Voilà, vous faites face à la sexualité. Donc, finalement, tout le monde doit être sensibilisé à ce sujet. Et il doit y avoir une vraie tolérance qui doit s'installer dans le débat public, dans le dialogue entre parents et enfants, entre élèves et professeurs, sur ce sujet-là.
Alors, je suis d'accord. Après, il y a deux choses. La première, c'est que la sexualité, déjà, dans les foyers, que ce soit entre parents et enfants, c'est souvent un sujet compliqué. Il y a des familles qui l'abordent aisément, et ça, c'est bien, parce que ça permet effectivement de poser des questions et d'informer. Après, la seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissance et de peur. La peur, pourquoi? Parce que dans les années peut-être 80, on parlait du sida principalement. Le sida, c'est beaucoup allié après à la mort. D'accord. C'était souvent assimilé au fait à l'homosexualité et au fait qu'il y ait des transfusions sanguines, des piqûres, des choses comme ça. Et toutes les maladies MST, IST étaient méconnues. C'est vrai qu'aujourd'hui, face au développement de ces maladies-là, parce que c'est souvent, toutes ces maladies-là, en fait, ce sont des bactéries, des virus, qui se développent et qui génèrent toutes ces infections. Et ces infections qui ne sont pas anodines, puisqu'elles peuvent créer, alors même si elles sont asymptomatiques au départ, peuvent créer de grosses conséquences. Ça peut créer des cécités, ça peut créer des problèmes urinaires, ça peut créer de la stérilité, ça peut créer des cancers, ça peut créer le décès. Donc voilà. Donc en fait, face à ça, on va dire l'équipe médicale, le corps médical. Et nous-mêmes, je pense, par nous, le biais de nos professions, de pouvoir sensibiliser, informer, être en amont. Et je pense que c'est important aujourd'hui de vous transmettre que avoir des rapports sexuels, d'avoir une sexualité, oui, mais de la faire, de vous protéger. C'est pas juste de dire on met un préservatif, parce qu'après, oui, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut que vous ayez quand même en tête que c'est votre propre sécurité, c'est votre santé, et que c'est pas anodin, et que ça a des conséquences. C'est facile de dire je veux avoir un rapport sexuel et je mets pas de préservatif, je ne mets pas de protection. D'accord, mais ça implique quoi derrière? Et qu'est-ce qu'il encourt? Qu'est-ce que vous encourez, vous, dans votre santé? Voilà. Et justement, par rapport à ça, tu en as un petit peu parlé, mais une des premières questions qui me venait en tête, c'est qu'est-ce que c'est une IST en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est une infection. C'est une infection que tu attrapes, soit lors d'un rapport sexuel, d'accord, mais pas que. Alors, ce rapport sexuel, il peut être vaginal, il peut être anal, d'accord, il peut être oral, en fonction, mais il n'est pas que dû au rapport sexuel. Ça peut être aussi par voie sanguine. Ça peut être les transfusions, d'accord. Ça peut être dès qu'il y a un échange de sang, tu peux le contracter. Et ça peut être aussi, alors c'est pas héréditaire, c'est pas génétique, mais ça peut se transmettre par la grossesse, par l'accouchement. De façon in utero, c'est ça? Oui, exactement. Par exemple, quelqu'un qui est atteinte du sida, par exemple, une maman, de fait, peut transmettre, et a de fortes chances de transmettre le sida à son enfant. Okay. D'accord. Alors, tu ne peux pas l'attraper de contact à contact, mais effectivement, à partir du moment où il y a un lien avec les muqueuses, où il y a un échange sanguin, effectivement, le risque est là. C'est très grand, oui. Et avec les liquides séminaux, le liquide séminal. De toute façon, dès que tu as un contact avec des muqueuses, dès qu'il y a une égratignure, dès qu'il y a, tu as un risque potentiel. Parce que alors si c'est même pas un risque, c'est que là, si je suis un petit peu renseigné sur le sujet, c'est parce que les muqueuses, c'est des parois assez fines qui sont très vascularisées, donc les liquides, etc., peuvent passer facilement dans le sang, c'est ça? Oui, et puis c'est après le frottement entre l'utérus et le pénis, d'accord. Effectivement, c'est toutes les muqueuses qui sont en contact. Ça peut être aussi anal, le pénis avec l'anus. Toutes ces muqueuses-là qui sont en contact, pour peu qu'il y ait des lésions en plus de surcroît, tu es à risque. Et après, toi, tu peux être à risque et tu peux effectivement contaminer quelqu'un qui n'est pas à risque ou qui pense ne pas l'être, de par le rapport sexuel, ou parce qu'admettons, on va le dire, admettons, tu as une lame de rasoir, tu te rases, il y a un peu de sang sur la lame, si derrière ton partenaire prend la lame, l'utilise, potentiellement, tu te coupes aussi, il y a un échange et tu te contamines de la même manière. Donc, il faut être vigilant, il faut le savoir, et tout ça, c'est de l'information, c'est de la prévention, et je pense qu'à aujourd'hui, c'est nécessaire et utile de le faire, parce que comme tu le dis, il y a de plus en plus de personnes qui sont contaminées, et des échanges, des relations sexuelles, on en a besoin, tous, autant qu'on est, mais il faut le faire effectivement en connaissance de cause et en prenant les règles de sécurité. Et tu as parlé un peu de personnes à risque. Qu'est-ce que tu entends par là? Il y a des personnes qui sont plus sujets à contracter une maladie que d'autres? Tout le monde est potentiellement à risque à partir du moment où tu ne te protèges pas. D'accord. C'est pas parce que tu prends une contraception pour éviter d'avoir une grossesse que tu es protégé contre les IST, pas du tout. Okay. D'accord. C'est deux choses différentes. La contraception, c'est pour éviter d'avoir une grossesse.
l'IST, l'infection, en fait, il faut te protéger pour. Pour ça, il faut soit un préservatif masculin, soit un préservatif féminin. Les vaccins pour le papillomavirus, donc maintenant on vaccine tant les femmes que les hommes, puisqu'effectivement c'est l'homme qui est porteur du virus et qui transmet. Donc maintenant, aujourd'hui, on fait les vaccins sur les deux. Ouais. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc déjà, s'il y a le vaccin et effectivement l'utilisation du préservatif, qui est aujourd'hui quand même très très fiable, féminin ou masculin, déjà, on lève beaucoup de risques. Ok, d'accord. Et quels sont donc quand on contracte une IST, alors j'imagine que ça dépend des IST, mais quels sont les symptômes qu'on est susceptible d'avoir alors, ça va dépendre du type d'infection que tu peux avoir. En général, on dit qu'elles sont asymptomatiques. Asymptomatiques, on dit que voilà, ça ne se voit pas. Parce que si tu ne fais pas de test, tu peux te dire je ne l'ai pas. Sauf que tu ne sais pas, tu ne t'es pas testé. Parce qu'on n'a pas de symptômes. Sauf que quand il y a des symptômes, effectivement, c'est que l'infection est là et qu'elle s'aggrave de plus en plus. Si tu ne le soignes pas, effectivement, suivant l'infection que tu as, ça peut être très, très grave. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir, alors, par exemple, c'est la chlamydia. Elle peut toucher les yeux. Donc, tu peux avoir une cécité, tu peux perdre la vue. Ah oui. Sur la base urinaire, tu as des infections, tu as des mictions douloureuses. Ça peut toucher pas mal de choses. Tu peux avoir de la stérilité, ça touche l'utérus. Donc, tu touches quand même une grosse partie de la femme. Quand tu peux pas avoir d'enfant, c'est quand même, pour une femme, c'est quand même pas neutre. Sur le papillomavirus, tu peux avoir des cancers du col de l'utérus. Avec le VIH, effectivement, le sida, donc il y a donc des risques potentiellement de mort, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de traitement sur le sida, même si la science évolue il y a des traitements. Mais bon, voilà. Donc, le sida qui est un stade de la maladie du VIH. Le VIH n'est pas le sida. Oui, parce que souvent on fait l'amalgame. Non, on fait l'amalgame, mais non. Le VIH, tu as une infection qui est là, ce n'est pas le sida. Ça peut évoluer vers le sida, mais déjà quand même VIH, tu es à risque. Donc si effectivement tu as un partenaire qui te dit voilà, j'ai les symptômes, j'ai le VIH, ok, ça t'empêche pas d'avoir une relation avec lui, seulement faut te protéger. D'accord. Voilà. C'est pas parce que la personne a le sida qu'elle doit se couper de toute relation sexuelle. Il faut prendre des précautions et toutes les maladies, en fait, toutes les infections sexuellement transmissibles, à partir du moment où vous êtes affecté ou infecté, il faut en informer son partenaire et prendre les précautions qui s'imposent. Ok. Donc les soigner. Souvent, les IST curables, comme effectivement la chlamydia, la syphilis, la gonorrhée, la trichomonase, ça se soigne par des antibiotiques. Et si l'infection est trop forte, souvent de la pénicilline, des choses comme ça. Voilà. Après, tout ce qui est herpès, VIH, hépatite, herpès, ça se soigne pas. Il y a un traitement en cours qui se fait, mais c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que tu auras à vie. Ok. Et donc ça, c'est pour les causes physiologiques. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi tout un aspect, comme tu as dit, tu étais beaucoup intéressé à la psychologie. Oui. Il y a tout un aspect autour des maladies sexuellement transmissibles psychologiques qui est peut-être un petit peu mis sur le côté. Parce que, oui, souvent, en fait, à partir du moment où tu as une maladie, quelle qu'elle soit, de toute façon, ça touche le psychologique parce que ça vient toucher ton corps. Donc déjà, il faut l'accepter, la maladie, et c'est pas toujours facile, ça prend du temps. Qu'est-ce que ça crée sur ton corps ? D'accord ? Donc, est-ce que toi, tu l'acceptes ? Quels effets secondaires ça a sur ton corps ? La fatigue, de la gêne, ça peut être par exemple si tu as, admettons, des ulcérations, c'est-à-dire des chancres, des problèmes sur la peau, c'est quand même très compliqué. L'herpès, c'est quand même, c'est pas très agréable. Si tu as un herpès labial, si tu as un herpès vaginal, c'est douloureux. Pareil, tu veux pas trop te montrer, tu te caches un petit peu, tu es gêné. C'est plus de ça que je voulais parler justement, le côté psychologique avec le partenaire, peut-être c'est compliqué. Mais déjà, tu as du mal avec toi-même, parce que effectivement, et puis après, c'est le regard des autres sur toi. Comment c'est perçu sur la société, et le regard de l'autre sur toi, comment tu l'intègres. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Et après, c'est de pouvoir le dire aux autres personnes. C'est de dire, voilà, au moins aujourd'hui, j'ai telle pathologie. C'est pas quelque chose de facile. Donc il faut se faire accompagner. Il faut pas rester seul face à ça. Il faut en parler. Et puis après, c'est se faire entourer des bonnes personnes, des amis, de la famille. Voilà. Même, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir comme ça, avec cette peur d'avoir... Alors, pas forcément les maladies IST, parce que moi, je ne suis pas médecin. Voilà. Le sexologue va venir... C'est la différence entre le sexologue et le sexothérapeute. Le sexologue, c'est un médecin qui va venir travailler sur, on va dire, des difficultés médicales, qui va faire des interventions chirurgicales que moi, je ne suis pas habilitée à faire parce que je ne suis pas médecin.
Nous, on va accompagner effectivement les personnes en psychologie. On va essayer de travailler sur le trauma. Donc, en fait, moi, je ne travaille pas forcément avec des personnes qui sont atteintes d'IST. Je vais peut-être avoir des cas de patientes, parce que là, c'est le cas de patientes qui souffrent d'endométriose, par exemple. Et de par cette pathologie-là, en fait, elles ont des difficultés sur leur sexualité et sur leur relation sexuelle avec le partenaire. Et c'est de comprendre comment le corps fonctionne, comment elles s'acceptent, comment faire accepter au partenaire qu'avec cette pathologie-là, voilà, il y a des moments, c'est possible, d'autres pas. C'est le respect à l'autre. Donc moi, je vais plutôt venir travailler, entre guillemets, et accompagner mes patients sur comment être mieux dans sa sexualité avec ce que l'on est. Voilà. Donc, tu as parlé un peu d'endométriose. C'est vrai qu'on entend souvent ce mot. Oui. Alors, à titre personnel, j'ai une vague idée de ce que ça peut être, mais finalement, je me rends compte que je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent aussi, qui peut-être ne savent pas aussi ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout simplement. L'endométriose, c'est quelque chose qui touche principalement les femmes, comme son nom l'indique, puisque ça se passe dans l'endomètre. En fait, il faut savoir que tous les mois, les femmes perdent donc du sang, elles ont leurs règles. Une femme qui est atteinte d'endométriose, le sang, il est censé s'écouler, d'accord, par le col de l'utérus et donc par le vagin. Les personnes qui souffrent d'endométriose, le sang, en fait, au lieu de s'écouler normalement par le vagin, va aller dans des endroits auxquels il n'a pas le droit d'aller. Et l'endomètre va venir se positionner soit sur des ovaires, soit même remonter dans des viscères où il n'a pas à se trouver. Ça peut être le côlon, ça peut être le gros intestin, l'intestin, ça peut être le diaphragme, toutes les parties du corps. En fait, l'endomètre va se balader dans tout le corps. L'endomètre, c'est des muqueuses, C'est ça, ce sont des muqueuses. Et en fait, la particularité de l'endomètre, c'est que une fois par mois, il saigne. Il saigne pour évacuer c'est un peu un nettoyage un peu du corps de la femme. C'est un peu un sang souillé, entre guillemets. Il n'est pas sale, mais c'est voilà. Oui, Et en fait, le problème, c'est que cette muqueuse de l'endomètre qui est programmée pour saigner, une fois qu'elle s'est localisée dans un endroit sur lequel elle n'a pas lieu d'être, en fait, quand elle saigne, c'est très douloureux. Et quand je te parle, c'est douloureux, et ça fatigue énormément parce que ça crée beaucoup d'hémorragie. Donc, ça crée des règles douloureuses. On a souvent des maux de ventre. Alors, les jeunes filles n'assimilent pas forcément ça de l'endomètre, ou de l'endométriose plutôt. Des fois, ça se détecte très tard. Il faut peut-être plusieurs contrôles médicaux, échographie pelvienne, échographie, IRM peut-être pour détecter. Et ça, c'est très douloureux et très handicapant parce qu'il y a des jeunes filles qui sont amenées à ne pas pouvoir se lever le matin, qui sont pliées en deux. Et malheureusement, aujourd'hui, alors ils essayent de contrer un petit peu l'évolution parce qu'en fait, plus entre guillemets, plus la jeune fille va saigner, plus la maladie va évoluer. Donc l'idée, c'est de stopper les saignements et d'avoir en fait ce que l'on appelle un contraceptif en continu pour qu'effectivement la jeune fille ne saigne plus. Bon, sauf qu'il faut trouver la pilule qui soit adaptée à la bonne personne. Il y en a qui arrivent à trouver facilement, d'autres pas du tout. Et il existe énormément de pilules en France, et il faut que c'est en fonction de la jeune fille. Mais c'est une maladie qui aujourd'hui est reconnue. Alors oui et non, parce que c'est pas encore. La recherche commence à travailler dessus. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'effet miracle pour l'instant. Ça peut créer effectivement aussi, en plus de l'endométriose, il peut y avoir ce qu'on appelle le syndrome ovarien polykystique, où en fait, parce que ça va de pair, l'ovaire, de par les hormones, va créer un kyste qui va éclater qui est hormonal. C'est pas cancéreux, mais il est hormonal, mais il peut gêner. Et il peut aussi empêcher à la nidation de se faire et à la jeune fille ou à la jeune femme de pouvoir avoir des enfants. Donc, il y a aussi une difficulté pour la procréation et à la jeune fille d'être maman ou la future femme d'être maman. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Et bien sûr, d'un point de vue purement sexuel, quand effectivement la jeune fille souffre d'endométriose, elle a des rapports sexuels douloureux. Parce que souvent, ça fait des lésions au niveau du col, du vagin, et à la pénétration, c'est compliqué. C'est exactement la question que Etario posait. Mais du coup, c'est handicapant pour la procréation, donc pour le sexe. Et c'est vrai que du coup, oui. Comme tu Alors, ils travaillent dessus parce qu'aujourd'hui, ils vont faire des analyses sur les ovaires, savoir si effectivement les kystes sont sur des ovaires ou pas. Si oui, ils vont venir les retirer. Les retirer, voilà.
à quelle fréquence ils se reproduisent, parce que c'est souvent hormonal, donc c'est souvent avec le cycle. Donc s'ils se reproduisent beaucoup, ça va être un petit peu problématique. Un ovaire peut ne pas avoir ce syndrome-là, le droit peut l'avoir et pas le gauche et vice-versa. Et en fait, effectivement, si la personne a du mal à avoir des enfants, ils peuvent effectivement, par insémination artificielle, aller injecter l'embryon sur un ovaire qui n'est pas touché, par exemple, et là, faciliter la procréation et permettre à la maman ou à la jeune fille d'avoir un enfant. Après, il y a des aides, ils donnent des vitamines pour aider, il y a des traitements pour aider la jeune femme, à avoir des enfants. Alors, aujourd'hui, ça marche de mieux en mieux, mais ça ne marche pas sur tout le monde, malheureusement. Ok, j'aimerais faire, si possible, un petit aparté, parce que tu as un petit peu survolé le sujet, à propos des règles chez la femme, donc j'ai de la chance, voilà. pour la femme aussi. Oui, tout cela. Si l'une de vous veut peut-être témoigner sur les règles pour un peu expliquer ce qu'elle ressent, parce que c'est vrai que pour un garçon, c'est compliqué de savoir. Je sais qu'il y a des genres de petits. De technologies qui envoient des petits chocs électriques pour simuler la douleur, mais et encore c'est pas. Oui, forcément, c'est vraiment pas pareil du tout. J'imagine, enfin j'imagine pas, mais je le conçois. Donc voilà, si une de vous peut-être peut. Les règles. Bon, alors moi je vais parler de mon ressenti, mais moi quand j'ai mes règles, j'ai l'impression qu'on me poignarde de l'intérieur, mais normalement, alors. Des règles, c'est pas censé être douloureux. Chez aucune fille, c'est censé être douloureux. Et pourtant, beaucoup de gens nous disent non, mais c'est normal. Tu es une fille, tu es censée ressentir ça. Non. Moi, mon médecin m'a bien dit que c'était jamais normal d'avoir mal pendant les règles, c'est qu'il y a vraiment un problème. D'accord. Jamais. Normalement, les règles ne sont pas censées être douloureuses au point de pas pouvoir. D'être plié en deux, de plus pouvoir bouger, etc. Même au point de faire un malaise. C'est ça, qui m'est déjà arrivé. C'est pour ça que souvent on parle d'endométriose à ce moment-là. Alors il faut faire un contrôle. Oui. Voilà, faut faire un contrôle, effectivement, et ça peut prendre du temps à se détecter. Il y a des douleurs quand même. Tu as des douleurs en bas du dos, tu peux avoir des douleurs pelviennes, tu es un peu, on va dire, tu es fatigué, tu peux être contrarié ou on va dire excédé parce que tu n'es pas forcément de bonne humeur, c'est jamais très agréable. Il y a des personnes qui peuvent avoir des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Vraiment, ça dépend des personnes. C'est pas vraiment. Après, les maux de ventre, comme tu le dis, effectivement, c'est pas quelque chose de normal. Et effectivement, c'est vrai que comment dire, pour revenir à ce que tu disais, souvent les femmes qui ont envie d'avoir des enfants découvrent qu'elles ont l'endométriose à ce moment-là parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et c'est en faisant des contrôles médicaux qu'elles se rendent compte qu'elles le sont. Voilà. Donc effectivement, souvent, alors ça c'est plus pour vous aider à tous, parce que moi j'ai effectivement ma fille qui a cette maladie-là de l'endométriose, donc je le découvre avec elle également. Et en fait, la bouillotte chaude, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ça sauve la vie. Voilà, ça sauve la vie, pas sur tout le monde, mais déjà ça fonctionne bien. Après, il y a un nouveau système qui est mis en place par la sécurité sociale, qui est pris en charge quand vous êtes détecté. Ce sont effectivement ce que tu disais, les électrodes. Parce qu'ils viennent travailler sur le neuro, c'est-à-dire toute la partie psychologique. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, c'est une très basse fréquence et que tu te gères en fonction de la douleur et ça vient aider effectivement et ça déstresse. Alors ça se met au niveau du pubis et c'est très léger, ça se voit pas et en fait c'est la jeune fille qui va régler la fréquence de ses électrodes et ça vient effectivement enlever les douleurs et ça aide bien. Après ne pas hésiter, il y a une hygiène alimentaire à avoir et aussi se faire accompagner parce que souvent le stress n'aide pas cette maladie-là. Donc se faire aider en allant voir l'ostéopathe, en allant voir peut-être faire du yoga, du pilate, des choses comme ça, des médecines douces, ne pas hésiter à prendre du temps pour soi, respirer, des choses comme ça, parce qu'en fait la fatigue et le stress n'aident pas du tout cette pathologie. Voilà, donc il faut essayer de gagner en confort. Pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle, mais en tout cas, voilà. Donc celles qui ont des règles très très douloureuses, voilà, parlez-en à votre gynécologue, parlez-en à votre médecin. Voilà, n'hésitez pas à faire des contrôles médicaux et peut-être à insister aussi parce qu'il faut être acteur dans sa santé et pas attendre que. Et puis, il faut sentir son corps, vous devez connaître. Ouais. Voilà, je te laisse parler parce que je sens que tu voulais dire quelque chose. Parce que du coup, j'ai ma mère qui a cette maladie depuis quand même presque 10 ans. Donc, elle est dans un stade très avancé et malheureusement, dans ce stade avancé, c'est que on ne peut quasi pas en guérir. Elle a dû déjà se faire retirer les deux ovaires. À cause de cette maladie, à cause des kystes justement qui n'arrêtaient pas de... en fait, ils étaient en train de pourrir ses ovaires.
Et qu'en fait, c'est à cause de cette maladie aussi qu'elle a fait une fausse couche Bien et sûr. qu'elle n'a pas pu avoir de troisième enfant. Oui, parce que tu peux tomber enceinte. C'est pas le problème de tomber enceinte, c'est après que l'œuf reste accroché. Et le fait que si l'œuf il se met sur un kyste, le kyste éclate, bon, ben, l'œuf il tient pas et il tombe. Donc effectivement, c'est souvent et c'est dur psychologiquement. Effectivement, quand tu veux avoir des enfants, que tu as des fausses couches, c'est très très compliqué. Donc oui, c'est un parcours qui est quand même difficile pour la femme, mais aussi pour le couple, parce qu'il y a pas voilà. L'endométriose, là, je vois que vous en parlez toutes les trois. C'est pour moi qui suis un petit peu non initié, entre guillemets, je ne m'y connais pas particulièrement là-dessus, mais ça, je vous entends parler, j'ai l'impression que ça touche quand même énormément de femmes. Et de plus en plus de jeunes filles, malheureusement. Alors, c'est pas forcément génétique, parce qu'on me pose souvent la question. Ça peut l'être. Ça peut l'être, effectivement. Mais maintenant, c'est beaucoup, malheureusement, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on respire, tous ces produits transformés. Qui favorisent l'endométriose. Qui développent un peu plus. Et beaucoup de jeunes filles en souffrent de plus en plus maintenant. C'est pour ça que oui, il y en a de plus en plus. Oui. Et qu'il faut vraiment se faire suivre par une gynéco. Je sais que personnellement, moi, ma gynéco m'a sorti, c'est juste parce que je suis obèse. Voilà. Alors que je lui ai demandé, parce qu'en ce moment aussi, je vais parler de mon propre cas, en ce moment, je suis beaucoup déréglée, j'ai beaucoup de douleurs. Et je sais que ma pilule ne me convient plus du coup. Parce que des fois, la pilule, tu peux la prendre, mais elle peut changer au bout d'un moment. Et du coup, ça ne va plus pour ton corps. Et du coup, je lui ai demandé pour me la changer. Elle m'a dit non, essaye de maigrir d'abord. Le poids joue dessus, mais il n'y a pas que le poids malheureusement. Il y a aussi la pilule, il y a ton alimentation, il y a le stress aussi derrière qui est derrière. Je fais beaucoup d'anxiété, je sais qu'il y a ça. C'est pour ça que je voudrais voir d'abord pour changer ma pilule, voir s'il y a vraiment un gros problème dessus. Il n'y a pas de contraception idéale en fait. Non. C'est la jeune fille qui doit être en adéquation avec ce qu'elle souhaite, en fait, tout simplement. Et on est toutes différentes face à ça. Voilà, il y a des jeunes filles, elles vont préférer la pilule, d'autres le stérilet, d'autres l'anneau, d'autres vont pas vouloir de contraception hormonale, elles veulent que des contraceptions naturelles aujourd'hui. Voilà, il faut s'écouter. Il faut s'écouter et vous avez le choix là-dessus. Vous avez le choix. Après, la pilule n'est pas qu'un moyen de contraception aussi, il faut se le dire. C'est aussi, ça aide à réguler énormément les règles et à avoir beaucoup moins de douleurs. Je sais qu'au départ, j'avais énormément de douleurs avant de prendre ma pilule. Et on m'a conseillé de prendre la pilule pour essayer de régler ça et d'avoir moins de douleurs, ce qui était le cas au début. Bon, maintenant. Alors, c'est pas souvent c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Il faut que chacun trouve sa pilule, celle qui lui va bien. Voilà, mais ça, après, c'est propre à chacun, encore une fois. Et peut-être pour en revenir un petit peu, du coup, sur le thème de l'IST, en ce qui concerne donc le dépistage, est-ce que quel médecin aller voir, quel spécialiste, entre guillemets, aller voir si on soupçonne qu'on a une IST? Est-ce qu'il y a des moyens de nous qu'on puisse mettre en place nous-mêmes, je dis bien nous, enfin hommes et femmes, etc. Voilà. Toutes les personnes concernées par la sexualité, donc j'imagine tout le monde. Logiquement. Et qui peuvent se dire, ah tiens, c'est quelque chose que je trouvais étrange, est-ce qu'il faut que j'aille consulter? Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il y a aussi des lieux, on en parlait un petit peu ce matin, des lieux où on peut se faire dépister, on peut consulter des spécialistes gratuitement et anonymement, voilà. Alors déjà, il faut savoir que le dépistage, il est gratuit jusqu'à 26 ans, d'accord? Il n'y a pas d'ordonnance nécessaire. Plusieurs personnes sont habilitées à donner éventuellement ou à prescrire des dépistages. Il y a le médecin, mais pas que. Il y a la sage-femme, il y a la gynécologue, mais il y a aussi le planning familial, d'accord, et il y a les centres de dépistage. Donc toutes ces personnes-là sont susceptibles de pouvoir donner une prescription et transmettre, pouvoir prescrire un test. Ça, c'est pour les tests que l'on veut faire en laboratoire. Parce qu'en fait, les tests, ça ne passe que par là. Il n'y a que le laboratoire qui est habilité, effectivement, qui peut donner un test fiable à tout niveau. Et le test, il peut être urinaire, il peut être sanguin, c'est-à-dire qu'on fait une piqûre voilà, donc il peut être urinaire, sanguin, et il peut être salivaire également ou par les muqueuses. Ok. Important que vous sachiez également qu'il y a le dépistage laboratoire, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autotest. Un peu comme on se faisait le test du Covid ou le test quand on est en suspicion de grossesse. L'autotest pour les maladies IST se vend en pharmacie et vous pouvez le faire chez vous. Voilà, il faut suivre le protocole, c'est pas compliqué. Mais voilà, vous pouvez acheter un test et voir pour le VIH, pour les maladies IST, ça vous donne quand même un résultat assez rapide.
Bien sûr, une fois que cet autotest est fait, voilà, en fonction des résultats, vous rapprochez de votre médecin traitant, de votre gynécologue, de votre sage-femme, et de dire voilà, j'ai fait un autotest. Soit il est positif et il est nécessaire d'aller chercher plus en devant ce qu'il en est, et là de faire une prise de sang plus poussée ou des prélèvements en laboratoire. Quand vous allez arriver en laboratoire, ils vont vous donner un questionnaire pour répondre un peu à plusieurs questions, et ça va les orienter sur la typologie du prélèvement. Donc, est-ce ils font un prélèvement urinaire? Est-ce qu'ils font un prélèvement sanguin? Est-ce qu'ils font un prélèvement salivaire ou d'autres substances de muqueuse? Parce que ça peut être aussi un prélèvement anal ou même vaginal, voilà, pour pouvoir détecter les différentes IST. Ok, très intéressant. Et donc, j'imagine l'autodépistage, il ne faut pas prendre le résultat pour absolu. Pour acquis. Voilà, pour absolu, dans le sens où, comme pour le Covid, on sait ça, mais c'était positif, alors des fois on pouvait ne pas l'avoir, et inversement. J'imagine que c'est quand même un peu fiable. Mais néanmoins, voilà, si jamais vous faites un autotest et que c'est positif, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Ah ben, de toute façon, s'il est positif, il faut aller voir un médecin, dans tous les cas. Ça, il faut aller voir un médecin dans tous les cas. Il faut aller voir un médecin parce qu'effectivement, si l'autotest est positif, c'est qu'il y a une infection. Si l'infection, vous ne la soignez pas, c'est ce qu'on disait, c'est que plus l'infection va se répandre dans le corps, plus pour le coup, ce qui est censé être asymptomatique va devenir avec des symptômes très lourds. Et comme on l'a dit tout à l'heure, suivant les symptômes, ça peut être grave. Et il faut se faire soigner. Donc, sur quelque chose qui, au départ, est curable, peut être soigné par des antibiotiques, d'accord ? Si effectivement on ne le soigne pas, ça peut dériver sur des choses beaucoup moins sympathiques et qui, pour le coup, se soigneront pas ou pas aussi facilement. Donc, il vaut mieux pas jouer avec ça. Et donc, pour les spécialités qui font ça en médecine, alors je vais dire ce que j'ai en tête. Il y a les urologues, les sexologues, les gynécologues, les proctologues. Oui. Ouais, c'est ça. Proctologue, c'est plus anal, c'est ça? Exactement. Ouais. En fait, l'urologue, c'est le gynécologue pour les hommes. D'accord. La femme, elle a le gynécologue, le ou la gynécologue. L'urologue, c'est pour les hommes. Il va venir travailler sur le pénis, sur la prostate, sur tout un tas de choses, parce que c'est très réducteur ce que je dis, mais il y a plein d'autres choses. Là, il faudrait les interroger pour qu'ils puissent expliquer un peu plus leur travail, mais voilà. Et le proctologue, effectivement, va travailler sur tout ce qui est anal, d'accord, et tout ce qui est autour de l'anus. D'accord, très intéressant. Et donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. En termes de traitement, de médication, il y a les antibiotiques pour combattre les bactéries. C'est ça. Je m'étais renseigné un petit peu. Il y a aussi les anti-rétrovirus pour les rétrovirus. Je crois que le VIH en fait partie. Oui. Voilà, donc des traitements qui... Ça, ce sont des traitements beaucoup plus forts, quand même. C'est assez lourd. C'est lourd. Et là, c'est le médecin, de la même manière que l'antibiotique. Mais de toute façon, là, ça passe par un médecin. Oui. Là, nous, les sexothérapeutes ou tous les thérapeutes travaillant en parallèle avec le corps médical, on n'est pas censé et on ne peut pas prescrire ce genre de choses. Il n'y a que les médecins les spécialistes qui peuvent prescrire ce genre de traitement. Et en termes de peut-être, pas médication si forte, mais de choses que nous-mêmes pouvons appliquer au quotidien, il y a, tu en as parlé un petit peu, l'hygiène de vie, donc des aliments... Peut-être il y a des aliments mieux que d'autres. Voilà, Alors oui, il y a des aliments qui favorisent l'inflammation, d'accord, du corps, et d'autres pas. Donc il faut privilégier effectivement cette alimentation, comme vous allez avoir des personnes qui vont être allergiques au gluten, qui vont être allergiques au lactose, des choses comme ça. Donc, il faut savoir qu'il y a des aliments, par exemple ceux qui sont atteints, alors là je change de sujet, mais d'un cancer, il y a des aliments qui favorisent le développement de la maladie et pas. Donc voilà, après c'est d'aller voir peut-être de se faire accompagner par des naturopathes pour voir un petit peu ces aliments-là. Mais c'est important effectivement d'avoir une hygiène de vie, mais pas que alimentaire. C'est une hygiène de vie, c'est du repos, c'est l'hygiène au quotidien dans votre toilette, voilà, quand effectivement vous êtes sur une relation avec un partenaire. Oui, il faut avoir une bonne hygiène. Donc c'est se laver, c'est avoir vos sexes propres, et tout ça, c'est le respect de soi et c'est le respect de l'autre. Et effectivement, tout ça, c'est important. C'est un tout. Donc, il y a l'hygiène de vie dans sa globalité, alimentaire, santé, et voilà. Et j'ai vu aussi, en ce qui concerne l'hygiène, l'hygiène au sens la douche, etc., la propreté des parties génitales, que se laver trop souvent, ça pouvait aussi être néfaste, entre guillemets. Oui, parce qu'en fait, on
on a une flore un petit peu naturelle qui se crée et qui est là pour protéger. Donc si vous lavez trop, en fait, vous enlevez cette flore, vous enlevez cette barrière qui est censée, cette protection, ça assèche. Ça peut assécher les muqueuses et du coup, ça crée, lors de rapports sexuels, que ce soit en solo ou en duo, ça peut effectivement créer de l'inconfort, ça peut créer des brûlures, ça peut créer des irritations, des rougeurs. Et après, c'est pas très agréable par la suite, effectivement. D'où après, si effectivement se passe ça, on dit n'hésitez pas à utiliser des lubrifiants, soit des lubrifiants à base d'eau, soit des lubrifiants que l'on trouve en pharmacie ou dans les grandes surfaces. Et voilà, il faut privilégier ce genre de choses. Alors, on évite bien sûr les huiles, le beurre, on évite les crèmes solaires, les crèmes pour le corps. Non. Quoi voilà, non, je le dis parce qu'ils utilisent des crèmes solaires. Ils ont l'impression que ça hydrate, que ça glisse. Donc on évite parce qu'effectivement, c'est pas fait pour. Voilà, donc on privilégie les gels à base d'eau et voilà. Oui, Morgane ? Non, rien. Ah, t'es sous le choc. T'es outré. Oui, non, mais c'est vraiment bizarre de vraiment penser ça. Du beurre. Non, il y en a qui l'utilisent et même qui l'utilisent avec le préservatif. Et il faut savoir que de toute façon, le préservatif, le corps gras ne l'accepte pas du tout. Et ça enlève tous les effets du préservatif, de mettre des corps gras qui ne soient pas adaptés dessus, puisque le préservatif devient poreux. Et du coup, il n'a plus sa fonction de protection. Ils ont cru que c'était un cordon bleu qu'il fallait dorer, je crois. Voilà, mais si on le dit, c'est que ça s'est passé. Mais comment ça, l'huile d'olive ? Non plus. L'huile d'olive Puget pour les rapports nickel. Non plus, c'est pas fait pour. C'est juste pour la cuisine. Captain Rave, je sais pas c'est quoi ton mot dans 4 lettres là. Le 1-1 après un rapport sexuel, c'est un mythe ou c'est important ? Mais je crois que le mot a été censuré, je sais pas de quoi il s'agit. Je pense que ça doit être le pipi ou quelque chose comme ça. Ah oui, le pipi sûrement. Aller uriner, ouais. La question, c'est quoi ? Suite à un rapport sexuel, est-ce que c'est important d'uriner ? Est-ce que c'est important d'uriner ? Oui, surtout pour les filles. Surtout pour les filles, ça évite les infections urinaires. D'accord. De la même manière que si effectivement après un rapport sexuel, vous voulez prendre une petite douche, oui. Mais oui, bien sûr. C'est fortement conseillé, bien sûr. Ok. Et moi j'ai une transition parfaite à ce sujet sur la réduction des risques pour les IST. Donc on va parler un peu maintenant de contraception. Oui. Et j'aimerais commencer ce sujet en abordant la contraception féminine. Oui. Contraception féminine, donc j'ai noté un petit peu les différents types de contraception. Il y a un préservatif. Féminin, oui. Féminin, oui, exactement. Et qu'on en parlait ce matin avec David, le référent santé, je crois, qui n'est plus appelé contraceptif féminin, mais contraceptif interne, parce que ça peut être utilisé, par exemple, par un couple homosexuel ou même un couple entre une femme et un homme qui souhaite avoir des rapports anaux. Je ne sais pas si ça se dit anaux, je ne sais pas si... Au pluriel, anneau, c'est... Oui. C'est avec un X à la fin. Ok, voilà, des rapports anneaux. Donc ce préservatif, à quoi il ressemble ? Comment il s'utilise ? Voilà. Alors le préservatif féminin, la différence du préservatif masculin, il n'est pas en latex. Donc il est beaucoup plus résistant. Après, il n'est pas évident à mettre parce qu'il est beaucoup plus gros. Oui, plus dur aussi. Plus dur. Alors, ce qui n'est pas évident sur le préservatif féminin, et ça j'en parle souvent, c'est que la particularité du sexe féminin, c'est qu'il est à l'intérieur. Alors vous, les garçons, vous avez un pénis, il est à l'extérieur. C'est plus facile de mettre un préservatif sur un sexe masculin qui est à l'extérieur, où on peut voir ce que l'on fait. Pour une fille, c'est beaucoup plus compliqué. Il est à l'intérieur et on ne voit pas toujours. Donc, c'est-à-dire que il est quand même assez grand. J'en ai apporté un, mais je ne l'ai pas avec moi. Il est dans le bureau, mais ça peut être l'occasion, effectivement, sur un autre moment, de vous les présenter. Vous avez des tutos. Je vous conseille d'aller voir à ce moment-là sur Internet. Vous mettez comment... déjà, qu'est-ce que c'est qu'un préservatif féminin ? Vous allez voir, c'est un tube, donc c'est un support assez souple et avec un cercle, d'accord, un rond, si je puis dire. Vous en avez 2, un à l'entrée et un à la sortie. Et celui qui est à la sortie, il est recouvert comme une barrière, un film assez épais, protecteur. Donc le premier, il est ouvert, donc ça facilite l'entrée du pénis. Et le deuxième cercle, qui est lui bloqué, en fait, c'est lui qui joue le rôle de protection et qui évite la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Et donc du coup, il y a une question intéressante là. Est-ce que ce préservatif est gratuit jusqu'à 26 ans comme pour les préservatifs masculins ? Alors non, malheureusement non. Alors on le trouve beaucoup plus facilement
facilement, mais pas encore en pharmacie. Il est surtout sur Internet, mais il est payant et il n'est pas remboursé. Voilà, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, non. Ok. Et donc, préservatif. Ensuite, j'ai noté l'implant. Bon, on fait un petit similitude entre l'implant et le patch parce que c'est un peu le même fonctionnement. Enfin, c'est pas la même insertion. L'implant, c'est sous-cutané. Oui. Et le patch, c'est cutané. Mais ça fonctionne un peu de la même façon. Je vois que tu as froncé un peu les sourcils. Non, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir parce qu'on est passé sur l'implant, mais souvent, des personnes me disent, mais comment on le met, ce préservatif féminin? Ah, pardon, oui. Donc, en fait, souvent, il faut une lubrification. Parce que c'est un peu comme un tampon. Déjà, on se l'insère à l'intérieur. Il y a des jeunes filles que ça peut rebuter et ça peut faire peur, ça peut faire mal. Donc déjà, il faut le lubrifier, d'accord? Donc il faut ajouter des gels à base d'eau ou des gels tout court que vous trouvez en pharmacie. Ne pas hésiter à bien lubrifier. Et en fait, il faut le mettre. Donc comme c'est assez lourd, il faut le pincer en deux en fait, et il faut le rentrer progressivement. Donc après, allez voir les tutos sur Internet. Il faut se l'approprier, il faut se mettre dans la bonne position. Celles qui ont l'habitude de mettre des tampons, ça sera plus facile. Celles qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut faire peur, et c'est souvent la raison pour laquelle le préservatif féminin n'est pas forcément privilégié, parce que c'est pas facile à mettre. Une fois qu'on a le coup de main, c'est bien, mais on préfère le préservatif masculin pour ce genre de choses, parce que voilà, c'est pas facile, on voit pas bien ce qu'on fait, et du coup, est-ce qu'il est bien placé? On a un doute. Oui, surtout pour une première fois où tu as du coup le vagin qui n'est pas habitué à que quelque chose rentre. C'est ça, et puis c'est malaisant parce que c'est quand même assez gros, c'est assez imposant. Donc autant le garçon, je dis pas qu'il est habitué à avoir le préservatif sur effectivement le pénis, mais la jeune fille d'avoir effectivement ce préservatif à l'intérieur et c'est de trouver ses sensations. Donc plus la jeune fille va le mettre, sera habituée à le mettre, sera voilà, on va dire aisé, et dans la pratique également, parce qu'il faut que chacun y trouve ses sensations. Voilà, c'est plus vous allez le mettre et plus vous allez l'utiliser, et je pense plus vous allez vous y habituer et l'apprécier. Après, voilà, c'est chacun, encore une fois. Ok, et donc pour l'implant. Voilà, je viens d'avoir une idée. Oui. On va parler plus des contraceptions féminines mécaniques, dans le sens où qui ne touchent pas de façon génitale. Non, comment ça s'appelle pas l'endocrinologie. Enfin, pas aux hormones. Ah. Donc, je voulais aussi parler de l'ablation des trompes. Donc, une opération qui consiste à je crois, couper les trompes de Fallope. Donc, c'est la ligature des trompes. Oui, la ligature, donc c'est les fermer, c'est ça, mettre un... En fait, la ligature des trompes, comme son nom l'indique, donc quand on regarde l'utérus, donc on a le vagin, ensuite on a le col de l'utérus, et après on a l'utérus. Okay. Et en fait, en haut de l'utérus, on a ce qu'on appelle les trompes. Donc ce sont deux choses qui partent comme ça de part et d'autre, à droite et à gauche. Et au bout, on a les ovaires. Donc les ovaires, c'est ce qui crée les ovules. D'accord. Donc les ovules, elles redescendent le long des trompes, d'accord. Et après, elles vont se nicher dans l'utérus, si elles rencontrent le spermatozoïde. Donc en fait, le médecin, ce qu'il va venir faire, c'est suturer, couper. Donc le passage, un peu comme la vasectomie pour les garçons, où on va venir suturer, on en parlera après, mais on va venir suturer effectivement le canal qui amène les testicules, les spermatozoïdes à la verge. Donc là, en fait, on vient bloquer les ovules, les ovocytes, d'accord. On ne leur permet plus de pouvoir accéder à l'utérus, et donc de pouvoir rencontrer potentiellement le spermatozoïde. Donc du coup, effectivement, la ligature des trompes, c'est un moyen de contraception, c'est du chirurgical, mais c'est irréversible et c'est 100% naturel. Ça vient juste d'arriver. Alors, c'est irréversible dans le sens où, d'un point de vue purement financier par rapport à la sécurité sociale, ils ne veulent pas retoucher à quelque chose qui a été ligaturé. Ok. Voilà. Ok, très intéressant. Et maintenant, donc, on va plus parler de la contraception qui touche aux hormones. Donc, je pense notamment au patch et à l'implant que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne, en fait voilà. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a donc deux types de contraception. La première, c'est la contraception dite naturelle, où il n'y a pas du tout d'hormones. Donc, pour la femme, il y a le préservatif féminin, il y a effectivement la ligature des trompes, mais il y a aussi le stérilet au cuivre. Okay. Qui s'appelle aussi le DIU, c'est-à-dire c'est le dispositif intra-utérin, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus. Okay. Donc lui, il n'a pas d'hormones, d'accord. Et il faut savoir, le stérilet, pendant très longtemps, il a été refusé aux jeunes femmes qui n'avaient pas d'enfants. Il était juste destiné aux femmes qui avaient eu des grossesses. Maintenant, toutes les jeunes filles peuvent avoir un stérilet, d'accord. Ils avaient des craintes que effectivement le stérilet vienne perforer
les ovaires, les trompes, que ça crée des lésions et que ça empêche les jeunes filles d'avoir des enfants. Non, ce n'est plus le cas, ça a été avéré, c'est pas un souci. Donc, à aujourd'hui, une jeune fille qui ne supporte pas la pilule ou qui l'oublie et qui a juste envie de changer de contraception parce que c'est assez contraignant, peut avoir droit au stérilet. Il faut juste qu'elle en parle à son gynécologue ou à son médecin. Comment ça se pose, un stérilet Ça se pose par un gynécologue ou une sage-femme, ou même maintenant le médecin, puisque le médecin généraliste peut faire la transaction, et ça se pose en cabinet. Voilà. Et donc après, c'est une intervention qui se fait en cabinet. Ça prend 5-10 minutes. Voilà. Prendre un Spasfon, un Doliprane avant, un Spasfon, un Doliprane après. Bon, pas très agréable, mais ça se passe et après on le sent plus. Okay. C'est comme là, il y a quelqu'un qui a posé une question comme quoi est-ce que l'implant est hormonal ou pas? C'est hormonal. Okay. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, donc, je commence à dire, voilà, il y a des contraceptions qui sont non hormonales, qui sont naturelles. Donc, on avait dit le stérilet au cuivre, on a dit le préservatif féminin, on a dit la ligature des trompes. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Pour l'instant, on n'a rien dit d'autre. On n'avait que le féminin pour l'instant. Ouais. Oui, voilà, on reviendra. Si j'en oublie, je vous le redirai. Au niveau de la contraception avec hormones, donc il y a l'implant, il y a l'anneau vaginal. D'accord. Alors l'anneau vaginal, c'est un peu pareil, on va dire que le préservatif féminin, sauf que c'est juste un anneau, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et lui, on va se le positionner au niveau, pareil, du col de l'utérus. Et lui, il est valable pendant 1 mois et il va libérer des hormones, d'accord, qui vont pénétrer dans le sang et du coup qui vont avoir la même fonction qu'une contraception classique comme une pilule. Œstrogène, progestérone. C'est ça, exactement. Ensuite, il y a ce que l'on... Alors, si je l'ai oublié tout à l'heure sur les naturels, ça me revient, il y a le diaphragme ou la cape. C'est la même chose. C'est une espèce de capsule ronde avec une pellicule de latex ou de silicone qui va venir protéger de la même manière. C'est comme un capuchon que vous allez mettre au-dessus de l'utérus. Et comme ça, il peut y avoir une pénétration. Il n'y aura pas de contact avec l'ovule et les spermatozoïdes. Donc là, pas de problème. Ok, je vois. Ça se pose. C'est une la femme jeune peut le femme. faire soi-même. Ouais. Oui, et ça c'est jetable. Vous en achetez une. C'est entre 15 et 60 euros en fonction. Alors c'est effectivement, ça peut être onéreux, mais c'est quelque chose qui est lavable et réutilisable. Donc ça, vous le nettoyez à l'eau, au savon, et vous le réutilisez autant de fois que possible. Après, la seule chose, c'est toujours pareil. Il faut que la jeune femme sache comment faire, l'intègre, et puis bien le positionner, parce qu'il faut qu'il soit quand même bien mis, pas mis à moitié, parce qu'effectivement là, ça enlève tous les effets. De la cape ou du diaphragme. Okay. Donc voilà. Et donc on parlait donc après pour revenir sur l'hormonal du coup. Ouais. Donc on a parlé de l'implant, on a parlé de l'anneau, on a parlé. Il y a aussi, j'ai noté, il y a des stérilets aussi qui fonctionnent. Oui, c'est le stérilet hormonal. Ok. Oui. Donc le cuivre lui est naturel, le stérilet hormonal lui, il a des hormones, donc comme son nom l'indique. L'idée c'est de plus avoir de règles. D'accord. Voilà, donc il a sa fonction, vous le posez et normalement il est valable pour à peu près entre 5 et 8 ans maintenant de protection. Il y a de nombreux effets secondaires, j'imagine, pour une femme de ne plus avoir ses règles. Pas plus que quand vous les avez. D'accord. Des fois, c'est même mieux de plus les avoir. Oui, je supposais. Mais après, ça dépend des personnes, encore une fois, et de sa propre expérience avec ça. Il y a aussi la pilule qui fonctionne par hormone, donc. Oui, certaines, oui. Oui. Mais la pilule est hormonale, de toute façon. Après, ce qu'il y a, c'est que maintenant, dans les pilules, il y a ce que l'on appelle des pilules placebo. Pourquoi ? Parce que la pilule placebo, en fait, la jeune fille... parce que pour l'instant, les jeunes hommes, c'est à l'étude. Les jeunes filles prennent la pilule, mais il n'y a rien dedans. Mais c'est parce que normalement, c'est censé être leur cycle. Mais psychologiquement, il faut qu'elles pensent à prendre la pilule à heure fixe. Et pour pas l'oublier, en fait, elles sont ces pilules placebo pour pas oublier. Généralement, qui sont roses ou... Exactement, mais elles ont une couleur différente, elles savent. Voilà. Pendant 3 semaines, c'est une pilule hormonale. Et là, après, pendant une semaine, c'est le placebo, mais c'est toujours pareil pour pas qu'elles oublient psychologiquement. Voilà, pour pas oublier la pilule. Et en ce qui concerne donc, les effets secondaires de tout cela, parce que il doit y avoir énormément... Je vois Morgane, tu as des effets secondaires aussi? Alors, les effets secondaires, pour moi, baisse de libido, mal de tête, mal de ventre. Des fois, on prend la pilule pour être mieux réglé, et des fois, ça dérègle, suivant les pilules qu'on a. Et si, par exemple, un jour, mettons, on oublie de prendre la pilule une fois, et le mois prochain... on peut avoir le flow qui va durer 1 mois, 2 mois. C'est quelque chose. Disons que ça a l'air, les effets secondaires d'une pilule, c'est une couverture de survie, le bordel. Ah oui, d'accord. Oui.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes filles ou de jeunes femmes tendent vers la contraception naturelle parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, je ne dis pas qu'elles perdent possession de leur corps, mais on n'est plus forcément maître parce qu'il y a beaucoup de fatigue, parce que comme tu le dis, il y a une baisse de libido, on est irritable, on est fatigué, il y a le poids. Voilà, il y a des personnes, ça va susciter des fringales. De la dépression aussi, il y en a ça beaucoup. peut créer de la tension, des dépressions. Voilà, ça peut créer en fonction de chacun des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre. Voilà, ça crée en fonction des personnes des effets différents et variés. Voilà. Et d'autres qui est très lourde. Oui, parce qu'en fait, ça vient. C'est pas naturel en fait. C'est pas naturel. Donc oui, on essaie de pas avoir d'enfants, on essaie de shunter ça entre guillemets, mais c'est pas naturel. Donc voilà, alors le retrait, c'est le retrait sur un rapport sexuel, ça peut se faire. L'abstinence, bon, bien sûr que ça peut se faire, mais ça solutionne pas toujours tout. Hein. Mais le retrait, c'est dangereux parce que le retrait, des fois, sur un rapport, dans l'acte, c'est pas évident de se retirer au bon moment, pas toujours envie. Voilà, donc à aujourd'hui, c'est vrai que le préservatif, c'est une bonne chose, mais beaucoup diront, et quand je change avec vous, souvent, ah ben non, moi je l'utilise pas, ah ben non, j'aime pas ça, j'ai moins de sensations. Oui, c'est vrai que ce petit bout de plastique, entre guillemets, le bout de latex qu'il y a entre nous sur un rapport, on n'a pas les mêmes sensations, on est moins libre, on est moins... Oui, c'est vrai. Mais effectivement, si on veut avoir une contraception non hormonale, et que voilà, on n'est pas à l'aise avec les préservatifs féminins, qu'on n'est pas à l'aise avec le diaphragme, avec le cap, avec tout ça, on peut essayer de faire aussi avec son cycle. Le diaphragme, c'est la cape. C'est pas Non, c'est la cape. Au muscle. Non, c'est la cape. Donc, si on n'est pas OK avec le fait d'intégrer quelque chose, un anneau ou quelque chose dans son corps... Oui, c'est invasif quand même. Et oui, et si effectivement on veut le faire juste avec son cycle, en disant, là, par rapport à mon cycle hormonal, je ne suis pas en ovulation, donc je prends le risque de faire un rapport non protégé sans préservatif. Oui, on prend des risques. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a une question très intéressante. Oui, c'est ce que... Il y a quelqu'un qui a posé, les pilules peuvent favoriser le développement de l'endométriose et du SOPK. SOPK. Ouais, le syndrome ovarien polykystique. D'accord. Wow. Alors, le problème, c'est que souvent, tout ce qui est endométriose, le syndrome ovarien polykystique, c'est un problème hormonal. Donc, il y a à dire qu'il y a une surproduction d'une hormone. Soit c'est la testostérone, c'est pas la testostérone, soit c'est l'oestrogène, soit c'est la progestérone. Donc, comme il y a un dérèglement hormonal, ça crée effectivement ces dysfonctionnements. Donc, en fait, par la pilule, on peut venir le réguler. Mais encore faut-il que la régulation se fasse avec la bonne pilule. Il faut trouver la bonne pilule. Mais effectivement, peut-être que sans pilule... Le problème qu'on rencontre aujourd'hui par rapport, pour en revenir toujours à l'endométriose, c'est que si la personne ne prend pas la pilule, elle a un cycle. Et si elle a un cycle, la maladie continue d'évoluer. Ok, d'accord. Donc, il faut trouver quelque chose. Et donc, c'est très intéressant, ça, la contraception féminine. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on met... qui est pas forcément très... je crois que c'est pas forcément très étudié à cause d'une façon sociologique de traiter un peu la femme par rapport à l'homme. Donc je crois que c'est de plus en plus étudié. Néanmoins, c'était moins étudié avant, donc c'est vrai qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Je crois que ça se travaille, mais que c'est pas encore. Et là, par exemple, ils ont la pilule pour les hommes qui est à l'étude. Ouais. Donc là, l'étude devrait sortir début 2025, donc je pense que ça devrait pas tarder. Si effectivement l'étude fonctionne et que voilà, il y a des retours positifs, elle devrait rentrer dans le marché d'ici 4-5 ans. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que autant les femmes, elles vont avoir un traitement hormonal qui sont liés à l'oestrogène et la progestérone, vous, les garçons, si vous avez cette pilule, c'est sur la testostérone surtout que ça va venir travailler. Donc ça va venir aussi amener à votre corps quelque chose qui n'est pas naturel et forcément que ça va créer des effets secondaires. Voilà. Et donc en ce qui concerne du coup maintenant plus la contraception masculine, tu as fait une transition parfaite en parlant de testostérone. Voilà. Donc l'hormone dite masculine, en réalité les femmes en sécrètent aussi de la testostérone à moindre échelle, force est de constater que les hommes. Et donc pour la contraception masculine, je me suis noté un petit peu quelques trucs. Donc il y a le préservatif, voilà, chose très connue, avec un taux de fiabilité, je crois, de l'échelle de 90, même plus de... Oui, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus fiable. C'est assez élevé quand même. Voilà, néanmoins, c'est pas forcément le plus privilégié. Souvent, on en parlait ce matin, la contraception va plus reposer au sein du couple sur la femme que sur l'homme, parce que, comme je disais ce matin, pour les rapports, les coups d'un soir, comme on peut dire, le préservatif va peut-être être favorisé. Or, dans une relation plus à long terme, c'est peut-être plus la pilule ou une contraception qui
qui est plus hormonal que naturel, comme tu disais. Moi, je disais mécanique, parce que j'entendais par là mécanique que ça bloque directement les contacts. Et donc, voilà, préservatif, je pense qu'on va pas trop épiloguer dessus, parce que voilà, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Oui. Voilà, néanmoins, n'hésitez pas à utiliser des préservatifs plutôt que de toujours faire reposer la contraception sur votre copine ou copain. Voilà. Ensuite, il y a la vasectomie. Alors, la vasectomie... On avait commencé, on en a parlé tout à parlé, l'heure. exactement. On en a parlé un petit peu. Donc, un peu comme la ligature des trompes, c'est donc la ligature du canal déférent, c'est ça? C'est ça. C'est en fait le canal qui se situe entre les testicules qui créent effectivement le spermatozoïde, d'accord, et la verge, puisque c'est ce canal qui fait le lien. Et quand il y a une éjaculation, l'éjaculation se fait par le gland et par la verge. Ouais. La verge d'abord et le gland. Donc effectivement, une fois que ce canal il est interrompu, Merci, Force Might. voilà, du coup, effectivement... alors, ça ne gêne pas l'érection. C'est pas parce qu'il y a une vasectomie, il y aura toujours des érections, il y aura toujours une fonction hormonale, sauf que les spermatozoïdes n'iront plus au bout de la chaîne, comme on dit. Et donc, par extension, est-ce que les personnes vont tirer à blanc, entre guillemets, ou j'entends par là avoir un orgasme sans éjaculat, ou avoir un éjaculat, mais qui sera où il n'y aura pas de spermatozoïdes. C'est ça, exactement, c'est ça. Il n'y aura pas de spermatozoïdes. Mais il peut y avoir éjaculat. Oui, bien sûr, mais il n'y aura pas de spermatozoïdes à l'intérieur. Ok, d'accord. Ok. Je crois que pour la vasectomie, il y a un délai entre le temps où on l'a fait et le temps où on peut tirer à blanc. 3 mois. Je crois que 3 mois et en plus, et encore 3 mois, ça va dépendre de certains. Il faut s'assurer de faire un spermogramme pour effectivement être sûr qu'il n'y a plus la création de spermatozoïdes. Ok. Et j'ai une autre question, si je peux. Oui, vas-y, je t'en prie. Il y a des personnes qui disent qu'elle est réversible. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est toujours pareil, c'est un peu comme la ligature des trompes, c'est un acte chirurgical, donc, et ça coûte cher. Donc, après, c'est chacun. Bien sûr qu'on peut toujours revenir en arrière, mais aujourd'hui, ils disent que non. D'accord, voilà. Merci. Mais mécaniquement, ce serait possible, Alors, si c'est juste une ligature, il suffit entre guillemets, qu'il coupe et qu'il raccorde. Oui. D'accord. Okay, ouais. Mais ça coûte trop cher d'un point de vue chirurgical et médical, donc ils ne veulent pas s'amuser à ça. C'est pour ça que quand il y a une ligature des trompes ou une vasectomie, il y a une prise en charge psychologique, il faut avoir un certain âge. Ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Il faut avoir déjà des enfants, il faut déjà avoir un certain âge et avoir des bonnes motivations. Et si vous êtes en couple, il faut être à 2. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi en couple, parce que si vous êtes célibataire avec un certain âge et déjà des enfants, bon, ok. Mais si vous êtes un jeune couple, ça se fait pas comme ça. D'accord. Ils peuvent refuser, ça arrive qu'ils refusent. Ok. Et j'ai noté donc comme mode contraception l'anneau, un anneau. Alors je ne sais, j'ai marqué anneau parce que j'ai vu ça, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, il existe. Alors il y a l'anneau féminin qui est très fin, qui se met à l'intérieur du vagin, et il y a effectivement l'anneau masculin qui est beaucoup plus large, beaucoup plus épais. En fait, l'anneau va faire un peu office de slip chauffant. Pour ceux qui connaissent. Oui, j'ai marqué aussi le slip chauffant, donc tu peux aussi... Voilà, donc c'est en fait ce qu'on appelle une contraception thermique. D'accord. Donc en fait, il faut savoir que dans le pénis, dans la formation du pénis masculin, donc vous avez la verge et dessous il y a les testicules. Et les testicules, elles sont en dessous. Et en fait, le fait qu'elles soient en dessous, elles ne sont pas collées au corps, donc elles n'ont pas la même température que le corps. Elles sont à 35 degrés. Et c'est là-dessus, 35 degrés, le testicule peut effectivement créer du spermatozoïde. L'anneau, en fait, il est rond, c'est assez épais. Vous allez le positionner autour de la verge. Et en fait, dès que vous allez arriver au niveau du pubis, il va falloir remonter les bourses, les testicules vers le haut, d'accord. Et la peau, il faut la laisser dessous. Donc pareil, s'il y en a qui sont un peu curieux, vous allez voir sur Internet et vous allez voir anneau masculin, d'accord, comment le mettre, et vous allez vite voir. En fait, le fait que les testicules soient vers le haut, d'accord, et donc collés à la peau du pubis, d'accord, ça va être collé à votre corps. Du coup, le corps qui est à 37 degrés va venir chauffer les testicules, qui de 35 degrés vont passer à 37. Et le fait que ce soit à 37, du coup, ça bloque la création des spermatozoïdes et ça crée un peu une contraception naturelle. Il y a un délai tout de même Oui, il faut le mettre 15 heures. Plus ou moins. Ah oui, Voilà. D'accord. Il faut le porter très longtemps, très souvent. Donc, aujourd'hui,
Voilà, alors, il vaut peut-être mieux le slip chauffant, c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, ceci dit, c'est pas non plus encore quelque chose de très développé. Ça existe, voilà, il faut le savoir. Il y a des personnes qui le mettent et qui l'adoptent. Vous pouvez très bien le mettre la nuit, par exemple, ça c'est pas un souci. Voilà, mais après c'est chacun dans l'utilisation. Et ça marche bien ou pas, comme le slip chauffant si tu peux faire un petit parallèle aussi. Alors le slip chauffant, c'est quand même une valeur sûre parce qu'au moins le slip entre guillemets chauffe. Et vous n'avez rien à faire. Le fait de l'anneau, c'est si vous ne mettez pas les testicules en hauteur et suffisamment contre vous et que, entre guillemets, la position de l'anneau n'a pas été mise 15 heures d'affilée et suffisamment longtemps, non, ça ne va pas bien fonctionner. Donc à aujourd'hui, voilà. Ça fonctionne, mais je veux dire que tout va dépendre de c'est un peu comme le préservatif féminin, c'est comme le diaphragme, c'est la manière dont vous l'utilisez, dont vous le mettez. Et voilà. Et plus vous allez être sérieux, et plus ça sera bien fait, et mieux ce sera. Donc bon. Donc en fait, l'homme vaut mieux qu'il prenne le préservatif. Je pense pour plus de sécurité. Oui. Oui. Actuellement, avec les études actuelles, parce que tu as parlé aussi, je vais rebondir un peu, avec la pilule. Il y avait une pilule en développement. Oui, il y a une pilule en développement pour les hommes. Pour l'instant, elle n'est pas du tout sur le marché, elle est encore à l'étude. Donc les études devraient paraître là en 2025, tout début 2025. Et si ça fonctionne, s'ils ont des bons résultats, ils pensent la commercialiser d'ici 4 ou 5 ans, pas avant. D'accord, ok. Donc pour l'instant, ça reste la contraception, ça reste quand même pour l'instant un problème purement féminin. Ouais. Et voilà, les solutions sont que pour malheureusement ou heureusement, mais entre guillemets, un sujet de femme. D'accord. J'arrive moi à la fin des petites questions, des sujets. Là, on va prendre la dernière question qui est apparue sur le chat. Il y a une question qui a dit: certaines contraceptions sont-elles remboursées par la sécurité sociale? Alors en général, tant que vous êtes mineur, oui, c'est remboursé. À partir du moment où vous avez 26 ans, en général, c'est remboursé à hauteur de 65% par la sécurité sociale. Après, le reste, c'est votre... C'est à votre charge. Et est-ce que on a peut-être oublié de parler de contraception masculine ou féminine, s'il y en a que tu as en tête qu'on n'a pas parlé? De quoi on aurait oublié? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de toute façon. Mais on a parlé de l'implant, on a parlé du diaphragme, de cap, on a parlé du retrait. Bon, ça, c'est naturel. Il me semble qu'il y a l'implant ou le stérilet, je ne sais plus trop, qui existe aussi pour les hommes. Il me semble que l'implant... Alors, stérilet, non. Pas ma connaissance, l'implant, pour l'instant, il est que féminin, l'implant. D'accord. Il se met sous le bras et il n'est que féminin pour l'instant. Ok, d'accord. Bonjour, hyper intéressant. Je regarde le live depuis la télé de l'accueil. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup. Et pour un dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est la pilule du lendemain. Oui. Donc, c'est pas une contraception à proprement parler. C'est pas du tout. Il faut pas le prendre comme une contraception parce que c'est quand même beaucoup plus fort qu'une contraception et ça dérègle quand même beaucoup le corps. C'est vraiment quelque chose d'urgent. C'est vraiment, j'ai oublié ma pilule, je ne prends pas de contraception et j'ai eu un rapport non protégé. Donc effectivement, au-delà des infections sexuellement transmissibles, c'est la possibilité de tomber enceinte. J'ai le préservatif qui s'est rompu et je ne prends pas de contraception. D'accord ? Ça peut être ces 3 cas-là où effectivement, il faut prendre la pilule du lendemain. Jusqu'à 26 ans, elle est gratuite. Elle est délivrable en pharmacie. Vous présentez votre carte vitale. Voilà, je veux tout simplement une pilule du lendemain et la personne va vous la donner sans problème. Cette pilule du lendemain, donc il vaut mieux la prendre le plus rapidement possible, dans les 12 heures. Si ce n'est pas le cas, on a jusqu'à 5 jours pour la prendre. Ça perd de son efficacité au fil de la temps. Au fur et à mesure, plus vous allez la prendre tard, plus on va vous donner une pilule du lendemain plus forte et différente. Il faut savoir que plus on peut aller jusqu'à 5 jours ouvrés, plus on la prend tard, plus la pilule du lendemain qu'on va vous donner va être forte et ça va vous créer quand même des effets secondaires qui ne sont pas neutres. Parce que ça vient faire un peu comme un avortement, entre guillemets. Donc, on a des effets secondaires très lourds. On a des hémorragies, on a une grosse hémorragie. On a des maux de tête. On peut avoir des maux de ventre très forts. Donc, c'est pas très, très agréable. On ne se sent pas très à l'aise pendant quelques temps. Dans tous les cas, une fois qu'on a pris cette pilule-là, c'est pas pour autant qu'on est à 100% protégé. Ça peut nous éviter à 75% d'avoir une grossesse, mais voilà. L'idée, c'est que si vraiment, dans le doute, au bout de 3 semaines, il vaut mieux faire un test de grossesse. Okay. Donc, à partir du moment où, soit on a détecté qu'on a raté sa pilule. Alors, si on rate sa pilule, surtout, il faut continuer la plaquette. Ne l'arrêtez pas. D'accord ? Quoi qu'il arrive,
vous la continuez. Il faut la continuer jusqu'à ce que le cycle des règles se présente. Donc au moins 7 jours consécutifs. D'accord ? Et si effectivement vous avez des rapports en suivant, d'accord, en rapport protégé, parce que là, si effectivement vous ratez la pilule un jour, les effets de la pilule ne fonctionnent plus. Donc, si on rate la pilule un jour, d'accord, et qu'on a un rapport avec non préservatif, on prend la pilule et après les rapports sont toujours avec préservatif, au moins jusqu'au prochain cycle. Ok, d'accord. D'accord. Et ensuite, effectivement, faire un test de grossesse au bout de 3 semaines pour être sûr. 3 semaines, un mois, pas avant, ça servira à rien, pour être sûr que le test soit fiable. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci, de rien, avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez le moindre doute, d'aller dans un centre de dépistage. C'est gratuit, c'est anonyme. N'hésitez pas, voilà, s'il y a aussi peut-être des hontes que vous pouvez avoir. N'oubliez pas que c'est un professionnel médical formé à l'écoute, formé au non-jugement. Ils ont l'habitude de ça, voilà. Merci Jade. Merci Morgane. Merci de nous avoir invités. Et merci Stéphanie. Merci à vous. Voilà, et puis on se retrouve prochainement pour un live. Voilà. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir.